Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du dimanche de la fête des pères. Et en passant, permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les papas et spécialement au numéro 1 de Madagascar et non moins président du groupe Injet. Bonne fête, monsieur le président. À l'une de l'actualité, comme vous avez pu le suivre tout à l'heure, le Rouve de Madagascar rouvre ses portes 28 ans après son incendie. Il sera ouvert au public à partir de demain. Le président Ange Rajoelina et son épouse ont assisté à ce lancement. Plus de détails dans notre prochaine édition. Et on poursuit par les actualités. L'avant-première de la série The Chosen en version malagasy s'est tenue hier, assistée par le président de la République de Madagascar et son épouse. Il s'agit d'une série qui raconte l'histoire de Jésus-Christ et qui transmet des leçons de vie. Judicaël Ranjanirin sur les images de Nza Ranjiansu. Le couple présidentiel a eu 2 occasions pour regarder les 3 saisons de la célèbre série chrétienne The Chosen. Elle raconte l'histoire de Jésus-Christ. Cette série a déjà été traduite en 12 langues et le malagasy est la première en Afrique. Elle met en valeur la vie de Jésus en tant qu'homme, enseignant et fils de Dieu. 8 valeurs que le président Ange Rajoelina veut inculquer à la population malagasy sont racontées dans cette série. Pour cette raison, elle sera diffusée partout à Madagascar. Outre cette diffusion à Canal Olympia, les jeunes et enfants vivant à Kamassu ont également vu cette avant-première. Amour, foi, audace, reconnaissance, droiture, humilité, volontariat et pardon sont enseignés dans The Chosen. Il est plus facile de recevoir les enseignements dans la langue maternelle, soutient le vice-président de The Chosen. 3 saisons sont sorties actuellement et le 4e est en cours de production. Plus de 550 millions de personnes ont vu cette série à travers le monde. Pour le cas de Madagascar, la première saison sera diffusée par la TVM à partir de ce 2 juillet à 20h. Chaque famille a célébré la fête des pères à leur façon. Néanmoins, la plupart ont choisi de faire la fête à la maison, comme le cas de cette famille rencontrée par Felana Rakutwarsulu. Comme à chaque année, cette famille habitant à Anusibé a choisi de se réunir autour d'un déjeuner à l'occasion de la fête des pères. Tôt le matin, les femmes se donnent la main pour préparer le repas. Et comme c'est leur fête, les hommes se papotent tranquillement dans un coin. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand budget pour pouvoir faire la fête. La présence de toute la famille suffit selon ce père, reconnaissant d'être entouré des siens. Et à part le fait d'être père, les hommes ont également plusieurs responsabilités, que ce soit au sein de la société ou au sein des églises. C'est le cas de ces pères de famille que Felana Rakutwarsulu a visité. Avant d'aller travailler le matin, ce père de famille, vivant avec ses enfants et petits-enfants, ne manque pas de câliner ces derniers. Selon lui, il adore plus ses petits-enfants car il lui donne la joie de vivre et lui permet de rester jeune. Conscient de la valeur de la famille, il leur consacre du temps à la maison et organise souvent des sorties en famille. Pour cet autre père de famille, le temps passé avec les enfants est précieux. Quand il n'est pas au travail, il passe du temps à les écouter, les éduquer et à leur partager ses expériences. À l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, ces pères ont tenu à encourager tous les pères dans leurs fonctions. Et dans le cadre de ces actions sociales, la commune d'Anoussial a effectué une circoncision de masse hier. Environ 150 enfants issus de familles vulnérables ont répondu à l'appel. Cette action est le fruit de la collaboration de la commune, du gouvernement et de ses partenaires. Les détails sur les images de Yves Chanel. Un rassemblement s'est tenu devant la commune d'Anoussial hier, tôt le matin. Il s'agit de parents issus de familles vulnérables emmenant leurs enfants se faire circoncire. Selon cette mère de jumeaux, elle a attendu un tel événement depuis longtemps, car sa famille ne peut se permettre de dépenser 100 000 ariars dans les cliniques privées pour ses 2 garçons.
Comme à son habitude, la commune contribue à aider les familles vulnérables à travers ses actions sociales, notamment cette circoncision de masse. À cette occasion, environ 150 enfants ont reçu des médicaments et des jouets. Tourisme à présent, la ligne ferroviaire reliant Fianarantsoa à Manakar est de nouveau opérationnelle. Cela facilitera la circulation de la population, spécialement des agriculteurs qui transportent leurs produits, selon le directeur de cabinet du ministère des Transports. Cela attirera également les touristes. Je dis qu'à la Ranjenirim. Le sifflet du train retentit de nouveau à Ambil. Ce train a quitté Fianarantsoa jeudi dernier à 9 h du matin et voilà qu'il arrive à 12 km avant Manakar. Le ministère du Transport a atteint son objectif. En effet, lors de son dernier passage à Fianarantsoa en mai dernier, le ministre a annoncé que d'ici mi-juin, la ligne ferroviaire FCE sera rétablie. Paris réussit à travers ce premier voyage. Grâce à cette reprise, le déplacement des agriculteurs et leur production sera facilité. Cela attirera également les touristes, explique Razafnjakutu Asnalandri, directeur de cabinet du ministre du Transport. L'on peut apercevoir sur les visages des usagers leur satisfaction à l'occasion de cette reprise. Les wagons sont d'ailleurs neufs et sécurisés, donc aucune raison de craindre quoi que ce soit. Pour ce début, le départ pour Manakar est planifié tous les jeudis et les retours à Fianarantsoa les vendredis. Le district d'Ikung sera également accessible grâce à cette ligne. Sur les 160 km, la ligne FCE traverse 52 tunnels en passant par les paysages magnifiques. Et puis le commissariat des 67 hectares a mis en place une stratégie pour sécuriser la célébration de la fête nationale. La lutte contre la prise de drogue se poursuit également dans ce quartier, de même pour les pickpockets. Le commissariat des 67 hectares travaille aussi pour fluidifier la circulation, surtout pendant les heures de pointe. Une fête sans accident et sans incident, tel est l'objectif du commissariat des 67 hectares. Ainsi, des stratégies sont mises en place pour lutter contre l'insécurité avant, pendant et après la fête nationale. Ces stratégies évoluent chaque jour selon les explications. À part le maintien de l'ordre, le commissariat des 67 hectares renforce la lutte contre la consommation et la vente de drogue, surtout dans les zones rouges, à travers des descentes inopinées. Il y a aussi les efforts dans la fluidification de la circulation durant les heures de pointe et la chasse aux pickpockets dans les environs des quartiers de Vatupé, Niavan et 67 hectares nord. Le commissariat des 67 hectares invite la population à leur donner des informations en cas de fait suspect. Dans les actualités internationales, le bilan des inondations liées à la destruction du barrage de Kakhovka s'est alourdi à 16 morts en Ukraine, selon des responsables de Kiev, alors que la Russie fait état de son côté de 29 décès dans les territoires contrôlés par Moscou. France 24. Lorsque nous arrivons à Kherson, un obus russe vient juste de frapper ce quartier. 20 blessés. Une ville plus que jamais sous tension. 10 jours après l'explosion du barrage de Kakhovka et les inondations dantesques qui ont suivi, la décrue a commencé. L'heure du nettoyage et du constat. C'est monté à 2,20 m. Encore sidérés, les habitants nous invitent à les suivre. Ludmila, retraitée, revient chez elle pour la première fois. Sa maison n'est plus qu'un enchevêtrement de tôles et de meubles gorgés d'eau. Je n'ai nulle part où aller. J'ai travaillé pendant 66 ans et il ne me reste plus rien. C'est tout ce que j'avais. J'étais déjà morte de peur pendant les bombardements, mais ma maison avait tenu. Là, ils nous ont fait encore pire. Un quartier défiguré. Pour ces 800 habitants qui ont déjà résisté à 8 mois d'occupation russe, la liste des épreuves semble sans fin. Nouvelle crainte, celle des épidémies. Grégory nous conduit dans son jardin recouvert de boue. Encore une dizaine de centimètres d'eau croupie et l'odeur d'essence qui saute à la gorge.
On est sur nos gardes. On a vraiment peur que les bactéries se développent. On a peur d'attraper des maladies. Vous sentez l'odeur d'essence? C'est de plus en plus fort. Pour faire le point sur la situation sanitaire, nous avons rendez-vous avec un responsable de l'administration régionale. Interpellé par cet habitant, il essaie d'être rassurant. Les premiers contrôles ne sont pas alarmistes, nous dit-il. Mais nous ne pouvons poursuivre notre entretien. Notre chauffeur nous interrompt. Les militaires là-bas nous disent de partir vite. Les Russes vont bombarder très fort. On doit vite quitter la place. Notre interlocuteur nous indique l'abri le plus proche. La ville de Kherson en a construit des dizaines. Pendant 20 minutes, les déflagrations se succèdent. De façon presque ininterrompue. 2 civils sont morts. Ce quartier n'est pas seulement inondé, il continue d'être bombardé. Vous l'entendez? Depuis la libération de la ville, il est la cible des Russes. C'est compliqué d'aider les gens dans ces conditions. Les inondations ont d'abord fait reculer les forces russes de l'autre côté du fleuve Dniepr. Avec la décrue, elles peuvent retrouver leur position et reprendre leurs tirs intensifs sur Kherson. À l'occasion de la journée annuelle de Bundeswehr, le 17 juin, l'armée allemande a ouvert ses portes de ses casernes au grand public afin de mieux se faire connaître et surtout de susciter des vocations. France 24. Traitement VIP et sensations fortes garanties. Aux portes ouvertes du commando de défense NBC à Bruchsal, les militaires sont aux petits soins avec les jeunes de la région. C'est super cool, je ne savais pas qu'on allait pouvoir monter dans les blindés et les voir de l'intérieur. Pour Yasmine et ses camarades, c'est l'occasion de se familiariser avec les métiers de l'armée et ses blindés, comme le Léopard, ce char allemand qui opère sur le terrain de guerre ukrainien et suscite des vocations. Avec la multiplication des conflits, on se rend bien compte que l'armée est devenue encore plus importante qu'auparavant. Clairement, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a encore renforcé ma volonté de m'engager. En Allemagne, l'armée multiplie les offensives de charme pour recruter. Car malgré une augmentation significative de ses budgets depuis la guerre en Ukraine, le nombre de candidatures a chuté de 11% en 2022. Le nombre de jeunes qui entrent sur le marché du travail diminue chaque année. Le marché est de plus en plus petit. Les campagnes de recrutement s'intensifient et la Bundeswehr n'échappe pas à cette concurrence. Pour assurer sa transition vers une armée moderne et efficace, la Bundeswehr doit pourtant recruter 20 000 soldats supplémentaires en moins de 10 ans. Alors pour ce député de la majorité, il faut faciliter les reconversions professionnelles vers l'armée et peut-être même l'ouvrir aux étrangers comme le font déjà les États-Unis. Ce serait une bonne affaire aussi pour ceux qui veulent rejoindre l'armée et représenter nos valeurs et notre constitution, car en échange, ils pourraient accéder plus rapidement à la nationalité allemande. Pour la Bundeswehr, recruter est plus que jamais une urgence. L'armée compte actuellement 183 000 soldats, mais un tiers d'entre eux vont quitter leur service d'ici à 2027. Environ 8,4 millions de Maliens sont invités à participer ce dimanche à un référendum visant à modifier la Constitution que la junte militaire au pouvoir présente comme une étape vers des élections et un retour à un régime civil. France 24. Il y a 2 bulletins de vote. Le bulletin de vote couleur rouge pour dire non et le bulletin de couleur blanche pour dire oui au référendum. Et la tendance serait plutôt oui. À cela, il y a plusieurs raisons. Le gouvernement vote oui, a appelé à voter oui. Il y a de grandes mobilisations qui ont été organisées. Par exemple, le président de la transition a participé à 2 méga-meetings. Et il y a également ceux qui disent oui, il faut voter oui parce que c'est une manière quand même de sortir de la transition. Est-ce que le vote va pouvoir se tenir sur l'ensemble du territoire alors qu'on sait qu'une partie échappe au contrôle de la junte et de l'État? Non, le vote a déjà commencé, comme vous le savez, il y a quelques heures maintenant. Il ne se déroule pas sur toute l'étendue du territoire national. D'abord dans la région de Kidal, nous sommes là au nord-est du pays. C'est une région qui est contrôlée par l'ex-rébellion, essentiellement par l'ex-rébellion. L'ex-rébellion qui rejette le projet de constitution parce qu'elle estime qu'elle ne se reconnaît pas dans ce projet. Elle a empêché, elle a interdit le vote
dans la région de Kidal qu'elle contrôle et dans quelques autres localités. Dans d'autres localités du Nord, il n'y a pas également de vote. Cette fois-ci, c'est pour des raisons de sécurité, parce que des djihadistes contrôlent certaines localités du septentrion du Mali. Et ce vote se tient dans un contexte particulier. La junte a demandé le départ de la MINUSMA, la jugeant inefficace, voire contre-productive. Quelles peuvent être les conséquences de son départ ? Alors, très grande inquiétude dans une frange de la population, surtout des civils maliens qui sont à l'intérieur du pays, dans au moins 4 localités où la MINUSMA avait justement une représentation, parce que ces civils sont inquiets en disant qu'est-ce que nous allons devenir. La MINUSMA, quand même, sécurisait plus ou moins ces populations. Elle offrait de l'emploi aux populations également. Elle était utile dans une certaine mesure. Donc, il y a une inquiétude dans une frange de la population, mais à Bamako, dans quelques associations pro-gouvernement et anti-MINUSMA, approuvent totalement la décision du gouvernement malien de demander le retrait de la mission de l'ONU au Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.